La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Bien, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour cette 22e émission. J'aime bien les chiffres en fait. Alors, l'émission La nature et vous, découvrir et s'émerveiller sur Radio Grand Lac, c'est tous les 15 jours. C'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé, ses mystères et ses interactions. Et depuis la nuit des temps, la nature nous inspire et nous émerveille. Comment sommes-nous en interaction avec le vivant autour de nous? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Ernst Zürcher. Bonjour Ernst. Oui, bonjour. Donc en direct de Suisse, donc par téléphone. Je vais vous présenter Ernst dans quelques instants. Alors, imaginez-vous au cœur de la forêt, assis là, au milieu des arbres, et vous découvrez la forêt avec vos yeux d'enfant. Vos yeux, vous en tant qu'enfant, curieux, plein de questions, envie de grimper aux arbres, de jouer avec les petites fourmis, envie de déterrer, de jouer avec la terre. L'enfant, en fait, éprouve une vraie joie immense face à ce monde majestueux et plein de mystères. Enfin, c'est comme un terrain de jeu, la forêt. C'est un terrain de jeu. Et dans une forêt, en fait, il y a un monde visible et invisible. Et pourtant, ce monde invisible est très tangible. En fait, on peut se poser toutes ces questions. Que se passe-t-il là, sous nos pieds? Qu'est-ce qui se passe dans le tronc des arbres? Comment la sève monte? Comment la sève descend? Comment l'eau circule? Comment les différents éléments du vivant cohabitent? Autant de questions que l'on se pose, comme quand on découvre une personne, quand on découvre un lieu, comme quand on découvre une forêt. Alors en tahitien, je ne sais pas si vous savez, en tahitien, on dit bonjour de cette façon. On dit Ya Orana, qui veut dire de quelle eau es-tu? Et on pourrait se poser la même question. Dire la même chose quand on rentre dans une forêt. De quel bois es-tu? Car dans chaque forêt, il y a une identité. Chaque forêt a son identité, sa signature. Chaque arbre raconte une histoire. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes donc avec Ernst Zürcher. Ernst, vous êtes agroforestier, docteur en sciences, enseignant, donc basé en Suisse, mais vous arpentez l'Europe pour différentes conférences, et également auteur de nombreux livres, dont le dernier, Le pouls de la nature, en 2023, paru aux éditions Salamandre. Il y a encore Entre visible et invisible, Paroles d'arbres. J'espère qu'on aura le temps de parler de vos livres également. Vous êtes né dans les années 50 à la campagne et vous assistiez encore à la manière de cultiver la terre de façon très traditionnelle. Votre père était fromager et là où vous viviez, c'était entouré de forêts. Et la forêt, justement, c'était votre terrain de jeu, c'était votre lieu de joie. Et quand vous étiez petit, il y a une chose qui vous émerveillait à l'école, qui vous faisait vibrer, c'était les expériences et les laboratoires. Donc en fait, il y avait déjà cette graine, sans jouer sur les mots, qui était là, plantée en vous, du chercheur, du curieux. Alors la toute première question que je pose à chacun de mes invités, c'est que représente la nature pour vous? Ce que représente la nature pour moi, c'est effectivement un milieu plein de surprises qui vite, et plus j'entre dans cette nature dès les premières années où je me souviens, plus on affermit finalement la certitude qu'on a un lien très très étroit avec ce qui nous entoure. On est fait un peu de la même fibre, et c'est ça qui ne m'a jamais abandonné en fait. La fibre, comme la fibre de bois. Et L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est porteur de vie. En fait, s'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas, il y aurait pas tous ces mélanges et il n'y aurait pas de vie. Et typiquement, on commence enfin à en parler un petit peu, mais vous allez nous en dire plus sur les arbres fabriquent de l'eau aussi, constituent de l'eau. Comment ça se passe? Oui, ça c'est une chose très intéressante. Il m'a semblé important d'en faire un chapitre entier dans mon livre Les arbres entre visible et invisible, parce que c'est clair, ce qui est commun à tout le végétal, c'est la photosynthèse, ce qui donne la couleur verte à toutes les plantes, et les arbres font la photosynthèse de manière encore beaucoup plus importante en quantité par rapport au sol occupé. Et lors de cette photosynthèse, l'eau est naturellement absolument essentielle. Elle est acheminée dans les feuilles sur des très grandes distances, sur plusieurs dizaines de mètres. Et là, elle va être décomposée. La lumière du soleil elle-même est décomposée entre les fréquences bleues et rouges
dans l'équation, dans la physiologie de la photosynthèse. Et le dioxyde de carbone de l'atmosphère est absorbé. On arrive aussi un peu par ce flux d'eau et décomposé en carbone et oxygène. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que en plus de la nouvelle matière organique formée donc au départ des sucres, avec le carbone, l'hydrogène et l'oxygène, en plus de l'oxygène qui est dégagé, qui provient de l'eau issue, acheminée par les racines. En plus de ces deux premières composantes, donc composés organiques et oxygène, il y a effectivement de l'eau nouvellement formée, dont l'hydrogène provient de l'eau d'en bas, mais l'oxygène provient du dioxyde de carbone. Et ça, en quantité relativement importante, et scientifiquement, c'était connu depuis un certain temps, mais on n'a jamais vraiment mis en évidence, c'est que pour 1 kilo de biomasse formée, vous avez pratiquement 1,5 kg d'oxygène émis et 0,5 kg d'eau nouvellement formée. C'est absolument vierge, absolument nouvelle, dont on soupçonne maintenant qu'elle pourrait être très intéressante. Voilà, le sujet de la formation d'eau nouvelle, c'est donc le lieu de naissance de l'eau qui a lieu constamment lors de la photosynthèse, mais surtout dans les arbres. Mais alors cette eau, après, elle est emmagasinée au niveau des racines. Elle va dans le sol. Comment... Tout d'abord, oui. Elle est donc formée au niveau de la photosynthèse, donc au niveau des feuilles, mais elle va intégrer le cytoplasme des cellules. Tout ça, ça a lieu dans des processus aqueux, en fait, où l'eau est le verbe principal. Donc cette eau nouvelle va s'ajouter à l'eau en circulation dans le cytoplasme. Et ensuite, elle va être acheminée ensemble aussi avec ce qu'on appelle la sève élaborée, qui est riche en sucre. Et ça va ensuite alimenter tout l'arbre, toutes les parties en croissance, dans le tronc, mais aussi dans les racines. Et ensuite, ça va être stocké dans les racines comme ailleurs dans l'arbre, effectivement. Donc, du coup, dans le sol, dans les sols forestiers, il y a une forte humidité et ça contribue aussi au cycle de l'eau. Oui, c'est ça. Les forêts maintiennent leur sol au frais et à l'ombre pour préserver l'humidité provenant en fait des précipitations. Et là, les arbres vont puiser ce qui leur est nécessaire, mais pas l'entier de ce qu'ils ont reçu. Ils vont puiser la moitié ou les 2/3 pour faire leur photosynthèse, leur évapotranspiration et ensuite tout ce qu'on vient d'évoquer. Et le reste sera en surplus, va diffuser dans la nappe phréatique et alimenter les sources. Donc, et une autre chose, oui. Non, pardon, allez-y, parce que ce sera ma prochaine question. Ça, c'est pour l'eau venant des précipitations. Et on parlait d'eau nouvelle et de biomasse. Et lorsque l'arbre va laisser tomber ses feuilles, va laisser tomber les brindilles, les branches, et peut-être des arbres morts sous forme de bois mort, lorsque ce bois mort va se décomposer, il va à son tour libérer de l'eau qui est elle-même aussi nouvelle, puisque la matière organique, c'est surtout des sucres, de l'amidon, la lignine, va se décomposer, ça va dégager un peu de chaleur, même un peu de composants, de composants chimiques, un peu d'électricité, des électrons, mais aussi c'est une forme d'oxydation qui va se faire avec de l'oxygène et ça va dégager ensuite aussi de l'eau nouvelle. Lorsque la matière organique se décompose, ça libère aussi un peu d'eau qui est nouvellement formée à ce niveau-là. Donc on a deux formes d'eau dans le sol dont disposent les arbres pour leur alimentation. Donc on voit l'importance d'avoir des arbres, si on prend un sujet qui vous est cher, justement aussi en agroforesterie et en agriculture, l'importance en fait d'avoir de la forêt aux abords des champs. Et justement, c'est ça qui va contribuer aussi à garder un sol déjà riche en biodiversité, mais aussi en humidité. Absolument, ça c'est un message essentiel. On a besoin de réorienter notre agriculture
repasser à une agriculture des sols vivants qui ont leur propre fertilité par la manière d'être alimentés en matière organique. Et en fait, c'est imiter le modèle du sol forestier, mais pour nos besoins. Et là, d'avoir des arbres et des systèmes forestiers, des forêts, qui ont justement cet effet de stocker l'eau et de restituer une part de l'eau stockée pour les besoins des alentours, c'est vraiment une partie importante de la solution. Donc l'agroforesterie, c'est un nouveau maillage du territoire avec des systèmes forestiers dans lesquels les cultures ont leur place. C'est une forme de maillage du territoire. C'est pas seulement des arbres US, c'est des arbres encadrés aussi par des sortes de nouveaux bocages, des corps boisés qui alimentent le système en eau, en matière organique, mais aussi en protection par les auxiliaires de croissance qui vont permettre aux cultures de se développer de manière très saine. Et en même temps, ça protège les cultures contre trop d'impact solaire, contre le vent trop fort. On a vraiment besoin de ce nouveau cadre de nature ligneuse pour l'agriculture et l'élevage aussi. Mais parce que vous parlez souvent aussi d'autosuffisance alimentaire grâce à l'agriculture. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à chercher des choses qu'on pourrait avoir ici, à les importer. Donc, d'augmenter aussi cette biodiversité autour des champs. Et ça, c'est aussi pour nous aider à contribuer à cette autosuffisance alimentaire. Je sais que c'est un de vos sujets de prédilection actuellement. Oui, c'est ça. Ouais. C'est un sujet très important sur lequel il faut vraiment réfléchir, puisqu'on voit que on est fragilisé du point de vue de la fertilité des sols qui se sont progressivement minéralisés, de plus en plus dépendants des intrants artificiels, y compris les biocides. Donc, comment se libérer de ces contraintes, en fait, qui coûtent très cher, non seulement financièrement, mais aussi énergétiquement. Le bilan carbone de l'agriculture intensive industrielle est vraiment très, très problématique. On dépense plus d'énergie pour cette agriculture qu'on en fournit de manière comestible. Donc, pour une calorie de pommes de terre, on consomme entre 5 et 10 calories d'origine fossile. Donc, c'est un vrai problème. Donc, réfléchir à une manière d'être de nouveau vertueux du point de vue du bilan carbone, c'est-à-dire consommer de l'énergie, c'est nécessaire, mais en produire plus que ce qui est consommé, c'est ce que montre la forêt comme étant tout à fait possible. Donc l'agroforesterie reprend cette idée d'autosuffisance du point de vue énergétique pour aboutir à une autosuffisance du point de vue alimentaire. Oui, c'est le cercle vertueux. D'accord. Et alors moi, on parle aussi quand même du fait que les arbres capturent le carbone et de l'importance aussi de laisser les souches d'arbres, vous en parliez tout à l'heure, qui dégagent aussi de l'eau. Comment ça se passe, sans que ce soit trop peut-être scientifique, mais parce que je ne sais pas si tous nos auditeurs sont au courant de tout ça, en fait, que les arbres et les forêts sont des pièges à carbone également. Magnifique, exactement. Donc, de manière très simple, donc les arbres, ils font de la photosynthèse, ils font de la croissance en tirant leur substance de l'eau et de l'air. Et de l'air, c'est justement du dioxyde de carbone, du carbone avec l'oxygène qui est en surplus actuellement et qui a un effet de réchauffement climatique, en plus de l'eau qui manque souvent. Et l'arbre va donc faire cette photosynthèse. Et une règle très simple, pour 1 kilo de biomasse, donc du bois ou des brindilles ou des feuilles, on peut mesurer la quantité de biomasse formée par cette photosynthèse. Pour 1 kilo de biomasse, l'arbre absorbe 1,8 kg de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc c'est comme ça que l'arbre est une pompe à carbone. Et lorsque des forêts, avec leur autosuffisance en eau, c'est une pompe à carbone extrêmement efficace. Donc la forêt, elle fait par hectare jusqu'à 10 mètres cubes de bois.
Donc, c'est 10 mètres cubes, c'est pratiquement 10 tonnes de dioxyde de carbone qui sont séquestrés par ces arbres. Donc maintenant, la question, ces forêts, est-ce qu'il ne faut plus y toucher pour que ce carbone reste bloqué dans la forêt? Eh bien non, la bonne nouvelle, c'est que la forêt, elle pousse en permanence. Et dans la mesure où on sait combien est cet accroissement, donc je parlais de ces 10 mètres cubes par hectare et par année, eh bien on peut prélever ça, mais sans entamer le capital de la forêt. Donc la forêt, il faut la maintenir intacte comme massif forestier, mais on peut prélever ce qui pousse par un prélèvement, par des récoltes respectueuses du couvert forestier. On appelle ça la sylviculture en couvert continu. Donc, la forêt, c'est un piège à carbone, une pompe à carbone, mais c'est encore plus efficace lorsqu'on gère la forêt pour lui permettre de s'accroître en permanence, puisqu'on l'allège régulièrement de ce qui a poussé. Voilà un peu le système d'une foresterie qui intéresse en même temps l'homme et qui permet de résoudre une partie du problème climatique. Très bien. Écoutez, on va continuer notre échange après une pause musicale. Alors, chers auditeurs, cette pause musicale, choisie justement par Ernst Zürcher, je vous invite vraiment à prendre les 30 premières secondes de la chanson qui va venir, de prendre le temps d'écouter et d'écouter aussi comment vous vous sentez en écoutant cela. À tout de suite. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Et voilà, chers auditeurs, nous sommes en direct par téléphone avec Ernst Zürcher, qui est agroforestier, docteur en sciences et enseignant. Il est basé en Suisse. Et tout d'abord, en cette première partie, nous évoquions le fait que les arbres produisent de l'eau, font leur propre eau également, sont aussi des pièges à carbone. On parlait de biodiversité, de l'agriculture, l'importance d'avoir les forêts autour aussi des champs. Et il y a une question qui me taraudait. Alors, dans l'introduction, je vous en faisais part que chaque forêt a sa signature, a son identité. Ernst, avec les arbres, je crois que vous m'en parliez, chaque arbre, on peut découvrir d'où il vient en fait, parce qu'il a comme aussi son ADN en quelque sorte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, chaque essence, chaque espèce d'arbre a vraiment quelque chose qui lui est propre, qu'il traverse de part en part. L'ADN, bien sûr, la matière génétique est vraiment spécifique, ça c'est connu. Mais si on prend par exemple le bois, la structure anatomique, et ça c'est mon cœur de métier, je suis ingénieur forestier en fait d'abord, avant de m'être intéressé à l'agriculture aussi. La structure anatomique du bois est spécifique à chaque essence. Le bois du pin sylvestre est différent de celui du pin de Douglas, du sapin de Douglas ou de l'épicéa ou du pin ou du sapin blanc. Et là, on peut vraiment reconnaître qu'il y a quelque chose de spécifique lié à chaque essence. Chaque essence a sa manière de pousser, a besoin d'avoir certaines conditions de milieu. Et en adéquation avec ça, il y a des structures anatomiques qui permettent donc d'acheminer l'eau et de la redescendre dans les racines. Ensuite, on a fait des recherches sur l'identification des bois à l'aide de leur odeur, simplement, des parfums des bois. Et là, avec les nouvelles technologies, on appelle ça les électroniques, qui sont une série de senseurs qui permettent de décomposer les odeurs et de faire un profil olfactif des substances. On l'a fait aussi pour les substances alimentaires, pour les huiles alimentaires, pour les jus de fruits. On arrive finalement même à identifier des régions dont viennent, par exemple, les huiles d'olive. Il y a une trace, une marque de la région qui a été repérée aussi. Et là, on se rend compte qu'avec les bois, on arrive de manière assez fine
d'abord identifier une espèce par rapport à l'autre, à l'aveugle, mais simplement à l'odeur. Et si on allait plus loin, peut-être qu'on retrouverait des nuances de provenance. Là, j'ai un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est par exemple les arbres qui poussent près des rivières à saumon, qui sont très très riches du point de vue de la végétation, puisque les saumons remontent les rivières, alimentent les animaux de cette région, et ces animaux vont transmettre au sol, par leur déjection, leur alimentation. Donc ma question, est-ce qu'un arbre à saumon sent différemment qu'un arbre qui aura vécu de la même espèce, mais loin d'une rivière à saumon? Voilà le genre de questions que les sciences les plus modernes nous permettent de poser. Magnifique. Ouais, c'est comme un peu notre... j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir. Bon, donc oui, en fait, suivant d'où on vient, même si on est de la même espèce d'arbre, en fait, il y a des choses qui caractérisent de la région, quoi. D'où l'arbre vient, même si c'est la marque du lieu. Donc c'est bien ça, il y a bien des cartes d'identité, chacun a aussi son identité en fait. Mais en fait tout ça, ça demande un lien important de reconnexion à la nature, et c'est vrai que il est important de transmettre tous ces messages. Et un autre sujet qui est fort important, c'est justement l'éducation à cette reconnexion à la nature. Donc comment vous l'envisagez? Enfin, déjà par votre transmission, vous œuvrez pour ça, mais voilà, qu'est-ce que vous auriez envie de partager sur cette importance de l'éducation à la reconnexion à la nature? Oui, en fait, les médecins ont reconnu ce qu'ils appellent un déficit de connexion à la nature. C'est un Nature Deficit Disorder. C'est le syndrome de déficit de nature qui amène toute une série de complications, de problèmes de santé physique, mais aussi mentale, psychique chez les enfants. Et la conséquence de ce diagnostic, c'est qu'il faut vraiment veiller à cultiver la connexion à la nature des enfants dès le plus jeune âge, même dès avant la naissance, si on veut être conséquent, où la maman est déjà en contact avec la forêt. Et lorsque c'est possible, je ne sais pas si vous l'entendez, mais je suis dans un parc au sein duquel il y a une école, il y a des écoles. Et ces écoles, il y a des enfants, et en ce moment, ils ont leur pause. Ça me rappelle à peu près l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a dans une piscine. Mais là, il n'y a que des arbres. Donc, c'est vraiment très important de constater ça. Les enfants ont besoin, et ça leur amène énormément de bien-être, et de joie, et de joie de vivre, d'être en contact avec les arbres. Donc, comment faciliter ça? Comment intensiver ça? C'est vraiment notre question. Mais quand on prend dans le Nord, il y a quand même beaucoup d'écoles dans la forêt. Maintenant, ça commence à se développer également sur nos territoires. Donc, c'est leur transmettre déjà tous les jeux de nature. Mais est-ce qu'il y a autre chose, en fait, encore à leur transmettre? Oui, c'est ça, parce que on parle toujours du visible et de l'invisible, de ce que les enseignants conçoivent comme outil d'enseignement au sein de la forêt. Donc, il y a des quantités de matières qui peuvent sans problème être enseignées dans la forêt. Un livre de référence parle de 200 matières ou 200 exercices, 200 jeux à enseigner dans et grâce à la forêt. Mais ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que, comme on en parlait avant, les arbres, c'est du visible et de l'invisible. C'est des choses aussi qui sont à vivre, mais sans intermédiaire. C'est les odeurs, c'est les perceptions, c'est les bruits aussi, qui viennent directement de la forêt. C'est la perception du sol, les parfums. Et tout ça, plus ça a lieu tôt et plus c'est profondément enfoui dans la mémoire et devient des références de comparaison. Les odeurs, on n'a que ce genre de références. On n'a pas de terminologie pour définir les odeurs, sauf la première fois où telle odeur a été perçue consciemment. Donc voilà ce qui vient en plus de cet enseignement dans un milieu naturel. Oui, de cette façon, quand ça permet d'éveiller les sens et donc de les
Voilà, de les découvrir. Et c'est vrai que d'être, en plus quand on est dans un milieu forestier, naturel ou dans un parc, c'est quand même là où l'Homo sapiens a évolué à 99,9% de sa vie, donc il a cette référence. Et là, justement, vous précisiez que vous étiez dans un parc parce que, en fait, vous allez assister dans quelques minutes à la plantation d'arbres pour le Forum international des arbres qui a donc lieu à Genève, à plein palais. Ça commence aujourd'hui et ça finira dimanche. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est un deuxième forum international de l'arbre organisé par l'association Sciences et Traditions. Après un premier qui a eu lieu près de Grenoble, à Pont-Royan, qui était un événement magnifique, très profond et en même temps très, très joyeux, très, très convivial. Et là, on est en train de relancer un deuxième. L'idée, c'est de continuer. À Genève, le deuxième, ville internationale avec des grandes institutions, pour porter un message vraiment important, de plus en plus important, c'est cette nécessité de se reconnecter à la nature de manière générale, mais la manière la plus efficace, c'est de le faire au niveau de l'éducation, de permettre aux enfants de le refaire de manière vraiment très profonde. Et la question, c'est de quel bienfait cela s'accompagne-t-il ? C'est pour ça qu'on a invité toutes sortes de gens qui font de la reconnexion, qui font de l'enseignement en forêt, mais aussi des gens qui ont travaillé sur les bains de forêt, les effets sur la santé, aussi sur les traditions liées aux arbres. Et ça va déboucher sur la question, mais avec quelle forêt voulons-nous nous reconnecter ? De quelle forêt avons-nous besoin ? Et là, on aura vraiment la très grande personnalité de ce domaine-là, Francis Allais, qui va nous présenter son projet de création d'une très grande forêt primaire. Et on va avoir un échange là-dessus, sur la nécessité d'avoir finalement des forêts naturelles un peu partout, même des petits noyaux, mais que ce soit vraiment les forêts dans la plus grande possible puissance qu'on ait à disposition pour opérer cette reconnexion. Et donc Francis Allais interviendra dimanche à 14h30. Il y aura également Lia Rousseau que j'ai reçue ici à l'émission 2 fois. Et évidemment, vous-même, Hertz, vous intervenez plusieurs fois lors de ce forum. Donc en plus, c'est entrée gratuite. Donc le Forum international des arbres à Genève, à plein palais. Vous tapez ça sur Internet, vous trouvez sans problème. Et pour conclure, Ernst, j'ai quand même envie de vous poser cette petite question sur votre livre, un de vos livres, soit le pouls de la nature, où il y avait aussi parole d'arbre, pardon. Voilà, peut-être que vous avez envie de nous partager quelques mots sur l'un ou l'autre de ces deux livres. Alors l'avant-dernier, c'est le pouls de la terre. Pouls de la terre, mais pourquoi je mets de la terre ? En plus, c'est là. C'est marrant. Le livre d'un marcheur. Oui. C'est l'invitation à une personnalité qui a affaire avec la nature, à parler de sa manière de marcher, de concevoir la marche. Et ça m'a beaucoup parlé parce que c'est vraiment mon activité préférée. J'ai pas de voiture, donc je marche beaucoup, en plus des transports publics. Et là, je montre comment finalement la Terre se révèle progressivement au travers de toute une biographie, enfant, avec ses forêts autour de moi. Et ensuite, le parcours d'un scientifique, mais surtout le parcours d'un marcheur qui va de la Suisse jusqu'à la Méditerranée à pied. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait ça ? Et voilà, les développements. Et le tout dernier, c'est Parole d'arbre, un tout petit livre, très léger, très facile à lire, mais c'est une collection de récits très, très intimes de gens qui ont vécu des choses particulières avec des arbres, où je les ai invités à parler de leur vécu. Et j'y ai fait une préface justifiant de manière scientifique, du point de vue de la réflexion scientifique, que ces récits sont importants, qu'ils sont le signe d'un changement de notre rapport à la nature, comme il a lieu souvent dans notre civilisation occidentale. Mais c'est en fait retrouver la manière ancienne d'être connecté à la nature, mais avec l'expérience de l'occidental en plus. D'accord. Voilà, concernant ces deux livres.
Bon, et il y en a encore plein d'autres. Donc le pouls de la terre, voilà, j'ai fait un beau lapsus, le pouls de la nature, c'est pas pour rien non plus. Ça aurait pu être l'autre aussi. Hertz, merci infiniment de ce temps avec nous. Là, vous allez rejoindre donc le Forum international des arbres et planter, justement assister à la plantation d'arbres. Et nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons dans 15 jours. À très bientôt. Au revoir. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio.